après mon épisode sur la bike life, je pense que vous avez tous eu envie de cabrer une moto, n'est-ce pas? Alors je me présente, moi c'est Nebul, et en moins d'un quart d'heure, j'aimerais vous montrer ce que les youtubeurs wheeling ne vous apprennent pas. Et je vais tenter d'ajouter un peu d'art à cette vidéo. Parce que ce plan a été réalisé en plan séquence, et il m'a coûté un traumatisme crânien durant les tournages tests. Alors écoutez bien. La technique est simple. Tu prends l'embrayage, tu accélères avec la poignée des gaz, puis tu relâches d'un coup sec ton embrayage. Mais bon ça, tous les youtubeurs le font, et le pire c'est que la plupart n'ont pas le frein. Alors je vais essayer de vous l'expliquer comme on l'a fait avec moi. Au début, comme tu peux le voir sur la vidéo, tes wheelings ne vont ressembler à rien, et tu ne vas pas déclencher aussi haut que tu le voudrais. En premier lieu, la bike life c'est pas fait pour tout le monde. Déjà, remarquez que la plupart de ceux qui progressent et qui progressent toujours sont les personnes qui ont acheté une bécane dans le but de s'entraîner, quitte à chuter avec. Une des meilleures pour apprendre, c'est la DTR 125 de chez Yamaha, monocylindre 2 temps carburateur, haute avec des suspensions souples qui va te pardonner les erreurs et surtout vous éviter de payer trop cher lorsque vous la ferez tomber. Évitez les motos trop superficielles du style MT-07, esthétiques sans caractère comme les Ninja de chez Kawasaki, et les 4 cylindres trop chers qui font du bruit pour rien, comme les CBR 650 de chez Honda. Tu vas comprendre au fur et à mesure de cette vidéo pourquoi cette moto mythique est la meilleure pour apprendre. Les moteurs de moto ne délivrent pas leur couple maximal ou force brute au même régime moteur. Pour le connaître, roule jusqu'à te stabiliser à un régime moteur, coupe les gaz puis remets-les instantanément. Pour différents régimes, la moto va te pousser différemment. Et le moment où l'à-coup est le plus puissant détermine la plage de régime moteur où le couple est maximal. La DTR voit son couple max à haut régime. Et ça, c'est parce que c'est un 2 temps. Pourquoi je vous parle du 2 temps? Car la plupart des routières sont des 4 temps, qui brûlent le mélange à de fortes pressions dans une chambre de combustion hermétique, avec un système comprenant des soupapes pour fermer le volume. Ce qui permet de délivrer plus de couple, mais augmente considérablement le frein moteur. Ce frein moteur est directement à l'origine de la hauteur du point d'équilibre. Autrement dit, l'endroit où lorsqu'on coupe les gaz, la moto continue de chuter en arrière. Ce frein moteur presque inexistant sur un 2 temps permet de rabaisser le point d'équilibre, car l'absence de soupape réduit le frein moteur et le couple délivré, mais augmente la puissance, car le moteur est capable d'aller plus rapidement dans les tours. C'est pour cela qu'on apprend à déclencher un haut régime sur un 2 temps. Là, je vous montre le déclenchement à 3 régimes différents, par régime. Moyen régime. Haut régime. Ce que j'appelle le déclenchement, c'est le moment précis vers lequel on lâche brutalement l'embrayage, dès lors qu'on accélère plein gaz. La première de toutes les étapes sur un DTR, c'est de lâcher l'embrayage au bon moment, à haut régime. Il est important que vous preniez l'habitude de déclencher toujours sur la même plage de régime moteur. En réalité, la hauteur est gérable. Ce qui vous permettra de réguler votre hauteur de déclenchement, c'est la vitesse à laquelle vous roulez juste avant de relâcher l'embrayage pour déclencher. Plus vous roulez vite, moins la moto cabre. Plus la vitesse diminue, plus le moment mécanique induit par la force de déclenchement est important, ce qui accentue le cabrage quand vous relâchez l'embrayage. Et ça, c'est la hauteur à laquelle il vous faudra parvenir pour pouvoir enfin toucher au frein arrière. Pour être sûr que vous comprenez ce que je raconte, je vais vous expliquer vulgairement certaines notions. J'ai parlé de moment, c'est la rotation induite par une force en un point. Si on prend l'exemple d'une porte, lorsque vous la poussez ou la tirez, vous provoquez un moment de rotation à son point de pivot. Le couple, c'est la rotation induite par des forces de résultante nulles. Si on prend 2 clés à molette pour serrer un écrou de sorte que celle-ci soit opposée en orientation, on peut appliquer des forces complémentaires s'annulant, mais engendrant pourtant un moment au point de pivot. Le couple moteur, c'est la force générée par la rotation, exprimée en newton-mètre ou mètre-kilogramme. Et la puissance, c'est le couple multiplié par le régime moteur. Le régime est variable en fonction des moteurs, faisant de la puissance une valeur dépendante d'énormément d'autres paramètres.
comme les frottements entre les pièces, de l'étanchéité de la chambre de combustion, ou encore la richesse du carburant qui réduit potentiellement l'accélération du régime, ce qui en fait une valeur bien plus complexe en réalité. Voilà pourquoi il est possible pour une même cylindrée d'avoir moins de couple mais plus de puissance dans le cas des 2 temps, plus de couple avec moins de puissance dans le cas du 4 temps. Revenons-en au wheeling. Dès que vous aurez pris l'habitude de déclencher de la même manière, il vous suffira d'aller chercher la hauteur. C'est là qu'entre en jeu le frein arrière, ou votre plus grande sécurité. Le cerveau humain, aussi complexe soit-il, possède énormément de réflexes et d'habitudes ancrés dans votre inconscient. Et lorsque vous sentez que vous chutez, le premier des réflexes est de vouloir remettre les pieds au sol. Mais nous le savons, le frein arrière se situe sous votre pied droit et constitue votre seule sécurité pour rebasculer en avant. Car les vecteurs vitesse de la partie haute de la moto participent au moment inverse à celui du déclenchement, dès lors qu'on enlève ceux de la partie basse via le frein arrière. Une fois que vous aurez réussi à déclencher à une hauteur proche du point d'équilibre sans sortir les pieds, il vous faudra remettre un coup de gaz bref, puis un frein d'urgence pour faire ancrer ce réflexe à votre cerveau. J'appelle cet exercice le double coup de gaz. On déclenche haut, on remet un coup de gaz bref, puis on freine fort. Dans un premier temps, essayez de remettre du gaz après le déclenchement. Ensuite, déclenchez plus haut et remettez un seul coup de gaz pour partir derrière le point d'équilibre. Forcez-vous à écraser le frein arrière dès que vous sentez que la moto chute. Un bon indicateur peut être la fourche parallèle au sol, qui montre que vous avez atteint le point d'équilibre. N'oubliez pas que sur un 4 temps, le point d'équilibre est bien plus haut à cause du frein moteur, qui a tendance à faire basculer naturellement la moto vers l'avant, même si vous ne touchez pas au frein arrière. À partir de maintenant, apprenez à déclencher en deuxième. Si la moto n'a pas assez de puissance, pompez la fourche. Tirez, puis relâchez l'embrayage au moment où les suspensions se détendent. Et gardez les gaz tant que la moto n'atteint pas son point d'équilibre. Cela va aider la moto à cabrer jusqu'à la bonne hauteur et l'avantage de la deuxième, c'est qu'elle a plus d'allonge que la première. Il suffira d'alterner gaz, frein pour pouvoir rester enlevé le plus longtemps possible. Les phases de gaz sont celles où vous prendrez de la vitesse et de la hauteur. Celles de frein où vous ralentirez et rebasculez vers l'avant. C'est un équilibre à avoir et c'est à ce moment-là où vous pourrez doser votre frein arrière. Une fois que vous aurez maîtrisé tout ça, vous pourrez varier les phases d'accélération et de hauteur avec les phases de freinage et perte de hauteur. Vous pourrez également expérimenter le passage de rapport sans embrayer, comprendre l'à-coup du passage de rapport et tenter de garder l'équilibre droite-gauche en tournant le guidon et en bougeant les épaules pour lever droit. À partir de là, vous serez capable de faire la première figure emblématique de la bike life, la bavette. C'est le même principe, sauf que vous freinez au dernier moment, dès que vous entendez que la bavette frotte. Facile, non ? Maintenant, il faudra que vous tentiez le genou sur la selle. Une fois que vous maîtrisez correctement votre frein arrière et votre équilibre droite-gauche, le genou sur selle va vous permettre de prendre un gap au-dessus car le point d'équilibre change un peu, dû à votre position car vous êtes plus à l'arrière du centre de gravité de la moto, qui implique un point d'équilibre plus bas. Votre vision change, votre regard passe au-dessus du guidon. Commencez par déclencher le genou sur la selle. Le reste, c'est exactement la même chose. Gaz, frein. Plus vous reculez le genou, plus vous serez à l'aise. Vous fléchissez bien plus votre jambe droite pour avoir plus de marge d'amplitude sur le frein arrière. Ça vous permet d'éviter de glisser et de garder le pied sur le frein. Désormais, lorsque vous arriverez à ce niveau, vous serez quasiment capable de lever n'importe quelle moto. Pour lever votre gros cube, il va falloir cette fois prendre en compte 2 paramètres importants. Le premier étant le poids. Même si vous ne vous en rendez pas forcément compte, le poids est un facteur majeur dans la gestion de vos wheelings. Et ce, tout simplement car plus de poids implique plus d'inertie. Faire changer la direction d'une moto légère comme le DTR est chose aisée devant le changement de direction d'une moto lourde comme le XTX. C'est comme vouloir dévier d'un côté une balle de tennis, de l'autre une boule de bowling et lancer à la même vitesse. Les routières récentes sont des 4 temps de grosses cylindrées avec énormément de freins moteurs, ce qui relève encore le point d'équilibre. Si on n'est pas familier avec la hauteur, lever un gros cube est risqué, car vous tenterez d'aller de plus en plus haut pour tenir votre wheeling.
Dépasser le point d'équilibre peut encore être sans chute, car le frein moteur vous fait redescendre. Mais dépasser le point de non-retour nécessite impérativement d'avoir à minima le frein d'urgence. De plus, chaque combustion dans le moteur produit un couple non comparable à celui d'un deux temps, ce qui peut donner des à-coups en levée et vous surprendre. On commence déjà par déclencher en deuxième sur un gros cube pour se familiariser avec la hauteur. Le deuxième rapport donne de gros à-coups et est plus difficile à contrôler que la deuxième d'un DT. Le problème de la deuxième vitesse, c'est qu'elle possède beaucoup trop de freins moteurs. En plus d'être lié au taux de compression, le frein moteur est inversement proportionnel au rapport de boîte. Plus on passe les rapports, moins on a de frein moteur. C'est pourquoi on va passer la troisième au moment du déclenchement. Ce qui veut dire qu'on déclenche en deux pour la coupe puissant, et on passe la troisième pour mieux gérer les gaz. Pour passer le rapport, ne prenez pas l'embrayage et coupez les gaz en même temps que votre pied gauche relève le sélecteur de vitesse. Le passage de rapport donne un à-coup et vous propulse en arrière. C'est pourquoi il est plus facile de le faire pendant le déclenchement, car il suffit de déclencher à mi-hauteur et de passer le rapport pour arriver à votre point d'équilibre. La troisième vitesse est parfaite sur la plupart des gros cubes, pour pouvoir profiter de son allonge et de restreindre le frein moteur qu'elle possède et les coups de gaz, car la plage de régime s'aplatit au fur et à mesure qu'on monte les rapports. Pour changer de direction en wheeling, il va falloir monter au point d'équilibre et aller dans la phase négative de la hauteur. La moto, en ralentissant en phase négative, perd son effet gyroscopique et son inertie, la rendant beaucoup plus maniable. Comme on vous l'apprend au permis, une moto a besoin de pencher pour tourner. Et le principe du swerve implique d'orienter le guidon dans le côté inverse de la direction que l'on veut prendre à cause de l'effet gyroscopique que subit la roue avant. Braquer dans l'autre sens déséquilibrerait la moto, surtout si le gyroscope tourne encore. Ainsi, lors de la phase négative, on profite de la maniabilité qu'offre le ralentissement en penchant la moto du côté que l'on souhaite, en déviant les épaules et la hanche de sorte que la moto prenne de l'angle. Et maintenant, on va prendre un passager. Même si vous maîtrisez votre roue arrière, prendre un passager n'est pas facile, car il faut prendre en compte un poids supplémentaire et surtout des placements différents en fonction de la personne que vous prenez à l'arrière. Certains vont vous tirer, d'autres seront plus sereins. Mis à part le confort pour le pilote, la technique reste la même, mais la difficulté est plus grande. Le passager peut bouger et le pilote doit gérer sa moto et son passager. Soyez sûr de vous et de votre maîtrise. Lorsque vous ferez monter votre passager, ne déclenchez jamais lorsque les mains ne sont pas sur vous. L'à-coup du déclenchement peut le faire tomber. Concentrez-vous seulement sur votre point d'équilibre et battez-vous avec la moto. La moto sera bien moins contrôlable et son point d'équilibre est encore plus bas qu'un genou sur selle. Le poids du passager déplace le centre de gravité à l'arrière, ce qui facilite le déclenchement mais abaisse le point d'équilibre. Et oui, lorsque votre moto est chargée, la verticale passant par le centre de gravité comprenant la moto, le pilote et le passager est plus à l'arrière et rencontre plus rapidement la verticale du point de contact, car c'est la définition même du point d'équilibre. Pour reprendre les figures qu'on a apprises précédemment, on va reprendre le genou-selle fait sur le DT, mais cette fois-ci en partant assis. La transition entre la position assise et genou sur selle est plus compliquée que la position en elle-même et demande une synchronisation entre le moment où la moto redescend, le changement de position, puis le maintien des gaz pour ne pas que la roue avant regagne le sol. Plus la moto est haute, plus on a de risque de faire glisser son pied sur le frein arrière si on met un gros coup de gaz. Assurez-vous d'avoir assez d'adhérence entre votre pied et votre frein arrière. Pour finir ce beau plan séquence, il reste une dernière et unique figure propre aux 4 temps. Le coaster. C'est une figure qui nécessite de prendre l'embrayage en plein wheeling, ce qui coupe directement la transmission entre le moteur et la roue arrière, supprimant les forces exercées par le frein moteur, rabaissant le point d'équilibre. Mais le plus impressionnant dans cette figure, c'est surtout la partie négative, qui induit une sensation unique au monde vous donnant l'impression de faire corps avec la moto. Il n'y a rien d'autre que votre frein au pied qui l'empêche de chuter en arrière, et c'est de cette manière qu'il est possible de faire des bavettes avec des 4 temps ayant énormément de frein moteur. Cette figure vous permet de travailler encore votre frein jusqu'à la maîtrise et vous force à être à l'aise avec la hauteur. Elle vous oblige à travailler votre équilibre droite-gauche, de plus en plus sensible au fur et à mesure que la moto ralentit,
perd son équilibre, son effet gyroscopique et sa stabilité. Et c'est dans cette position que vous êtes incapable de voir la route devant vous. Car tenter de voir la route en bougeant sa tête de gauche à droite vous ferait perdre l'équilibre en faisant pencher la moto, alors que vous devez rester le plus droit possible. Et voilà, la théorie du wheeling c'est terminé. Je ne suis pas le meilleur cabreur des lignes, mais je me vois dans chacune de vos vidéos et de vos débuts. Et je sais que vous pouvez tous devenir de sacrés tordeurs, entrant ainsi dans le monde